J'étais assise dans la salle d'attente du médecin quand mon téléphone a sonné. C'était ma fille unique, Angela. Sa voix semblait étrange, presque froide, lorsqu'elle a dit « Maman, nous partons en voyage en Europe demain. J'ai déjà vendu ta maison de plage et ta voiture. Nous avions besoin de l'argent. Au revoir. » Et elle a raccroché comme ça. 45 ans à l'élever, à me sacrifier pour elle, et elle m'a jeté comme un déchet. Mais j'ai pris une profonde inspiration et j'ai souri, car il y avait quelque chose que ma chère fille ne savait pas. Je m'appelle Antonia Brox. J'ai 71 ans. Et jusqu'à cet instant, je pensais connaître ma fille. J'étais devenue veuve il y a 6 mois. Mon mari, Robert, était décédé d'une crise cardiaque pendant que nous prenions le petit déjeuner, comme nous l'avions fait chaque matin pendant 45 ans. Ce matin-là, il m'avait servi du café avec de la crème et des toasts. Comme toujours, il avait embrassé mon front et dit « Bonjour, mon amour ». C'étaient ses derniers mots. Depuis lors, Angela avait été plus présente dans ma vie, ou du moins le croyais-je. Elle venait me rendre visite 3 fois par semaine. Elle m'avait aidé avec les arrangements funéraires et m'accompagnait au supermarché. Elle m'avait même suggéré de consulter un médecin pour un bilan général. « Maman, tu dois mieux prendre soin de toi maintenant que tu es seule », disait-elle avec ce sourire que je pensais être de l'amour. Mais maintenant, je comprenais que c'était pour la commodité. La maison de plage avait été notre sanctuaire pendant des années. Robert et moi l'avions achetée quand Angela avait 15 ans, avec beaucoup de travail acharné et de sacrifices. Chaque été, nous y allions pour créer des souvenirs, célébrer des anniversaires et Noël. Angela y amenait ses petits amis, puis son mari Édouard. Je cuisinais pour tout le monde, je nettoyais et faisais la lessive. C'était notre tradition familiale. Je n'aurais jamais pensé qu'elle la verrait comme de l'argent. Et la voiture, ce vieux pick-up Ford que Robert soignait comme son propre enfant. Il le lavait tous les dimanches, changeait l'huile religieusement et le garait toujours au même endroit, à l'ombre de l'arbre. Angela savait ce que ce camion signifiait pour moi. C'était la dernière chose qui me restait de lui. Son odeur persistait encore sur les sièges. Quand elle a raccroché, je suis restée assise sur cette chaise inconfortable en plastique vert, entourée d'autres personnes malades. Et pour la première fois depuis des mois, je n'ai pas pleuré. Quelque chose d'étrange s'est produit en moi. Un calme que je n'avais pas ressenti depuis la mort de Robert. Car à cet instant, je me suis rappelé quelque chose que j'avais complètement oublié. 3 jours avant sa mort, Robert m'avait remis une enveloppe Kraft. « Antonia, range ça dans le tiroir de ta commode. Si quelque chose m'arrive, ouvre-la après un certain temps, mais seulement quand tu te sentiras prête. » Je l'avais rangée sans y penser davantage. Après les funérailles, avec tant de chagrin et d'arrangement, j'avais simplement oublié. Mais elle était là, m'attendant à la maison. L'infirmière m'a appelé pour entrer dans le cabinet. Le médecin m'a examiné et a dit que j'étais en bonne santé pour mon âge, que je devais juste me reposer plus et mieux manger. J'ai hoché la tête et souri, mais mon esprit était ailleurs. Je pensais à cette enveloppe, à la froideur dans la voix d'Angela, et à la façon dont Édouard était probablement derrière tout ça. Il ne m'avait jamais aimé. Il me voyait toujours comme un fardeau. Je suis sortie du cabinet et j'ai marché lentement jusqu'à l'arrêt de bus. Je n'avais plus de voiture, selon Angela. Mais en attendant, je ne pouvais m'empêcher de sourire. Il y avait quelque chose de poétique dans tout cela. Ma fille pensait m'avoir laissé sans rien. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que Robert, mon cher Robert, avait toujours été un homme qui planifiait à l'avance. Le bus est arrivé et je me suis assise près de la fenêtre. J'ai regardé la ville défiler. Les maisons, les magasins, les gens qui se pressaient partout, tous avec leurs propres tragédies, leurs propres secrets. J'avais les miens aussi. Et j'étais sur le point de les découvrir. Quand je suis rentrée à la maison, je suis allée directement dans ma chambre. J'ai ouvert le tiroir de la commode, et l'enveloppe Kraft était là, exactement où je l'avais laissée. Mes mains tremblaient légèrement en la prenant. Je pouvais sentir qu'il y avait plusieurs documents à l'intérieur. Robert avait écrit mon nom sur le devant de sa belle écriture soignée. Je me suis assise sur le lit que nous avions partagé pendant tant d'années, et j'ai pris une profonde inspiration. Il commençait à faire sombre dehors, et la maison se remplissait de ces ombres familières qui ne me faisaient plus peur. J'ai ouvert l'enveloppe lentement, comme si je déballais un cadeau d'anniversaire.
Ce que j'y ai trouvé allait tout changer. Ce que j'ai trouvé dans cette enveloppe m'a coupé le souffle. Il y avait des documents légaux, des actes notariés, des certificats bancaires, et une lettre manuscrite de Robert. Mes yeux se sont remplis de larmes en lisant son écriture familière. Ma chère Antonia, si tu lis cela, cela signifie que je ne suis plus avec toi. Pardonne-moi de ne pas t'avoir tout dit de mon vivant, mais je voulais te protéger des soucis. Au fil des années, j'ai investi nos économies dans des propriétés et des entreprises. Nous n'avons pas seulement la maison de plage. Nous avons 6 autres propriétés, y compris l'immeuble d'appartements où vivent Angela et Edouard. Nous avons aussi des actions dans 3 sociétés qui valent plus que tu ne peux l'imaginer. Tu es riche, mon amour. Tu l'as toujours été, mais maintenant, tu le es aussi sur le papier. Mes mains tremblaient en feuilletant les documents. Il y avait des actes pour des maisons dans différents quartiers de la ville, un condo au centre-ville, un petit motel sur la côte, et en effet, l'immeuble de 20 étages où vivait ma fille. Robert en avait été le propriétaire silencieux pendant les 10 dernières années, mais il avait tout mis au nom d'une société que je ne connaissais pas. Et selon les papiers, j'étais la seule héritière de cette société. Il y avait aussi des relevés bancaires pour des comptes que je n'avais jamais connus, avec des chiffres qui semblaient irréels. Robert avait été chauffeur de bus pendant 40 ans, mais apparemment, il avait aussi été un investisseur très intelligent. Chaque centime économisé, chaque sacrifice fait, il l'avait multiplié en silence, et je n'en avais jamais rien su. Dans la lettre, Robert expliquait qu'il avait gardé tout cela secret parce qu'il ne voulait pas que je m'inquiète de l'argent ou qu'Angela connaisse notre situation financière réelle. Tu sais, notre fille, Antonia, si elle savait que nous avions tant d'argent, son attitude changerait. Je veux qu'elle nous aime pour qui nous sommes, pas pour ce que nous avons. Quelle ironie! Notre fille nous avait laissés en pensant que nous n'avions rien, alors qu'en réalité, nous avions tout. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. J'ai marché dans la maison, touchant les vieux meubles et les bibelots qu'Angela avait toujours critiqués pour être démodés. J'ai regardé les photos de famille sur le mur, surtout celle où elle avait 5 ans, assise sur les genoux de Robert et riant. Où était passée cette petite fille douce? Quand était-elle devenue si froide, si calculatrice? Le lendemain matin, tôt, le téléphone a sonné. C'était encore Angela. Sa voix semblait différente, plus douce, mais j'avais déjà appris à me méfier de ses changements de ton. Maman, comment vas-tu? Je voulais te dire que nous avons déjà transféré l'argent de la maison et de la voiture. Nous avons déposé ta part sur ton compte. Ce n'est pas beaucoup, mais ça t'aidera à vivre quelques mois pendant que tu cherches quelque chose de plus petit. Ma part? Ai-je demandé, en gardant ma voix calme. Oui, maman. Nous n'allions évidemment pas te laisser sans rien. Nous t'avons donné 30%. C'est équitable, non? Nous avons besoin de l'argent pour notre investissement en Europe. Edouard a une opportunité d'affaires incroyable là-bas. 30% de mes propres biens. Quelle générosité! Je vois. Et quand partez-vous? Cet après-midi. Nos valises sont déjà faites. Nous serons partis au moins 6 mois. Peut-être plus si l'affaire marche bien. Mais ne t'inquiète pas, maman. Quand nous reviendrons, nous t'aiderons à trouver un petit appartement. Quelque chose qui convient à tes besoins. Convient à mes besoins. Comme si elle savait ce que étaient mes besoins. D'accord, Angela, bon voyage. Oh, maman. Je savais que tu comprendrais. Tu as toujours été si compréhensive. Nous t'aimons tellement. Et elle a raccroché. Je suis restée là avec le téléphone en main. Et pour la première fois depuis des mois, j'ai ri. J'ai ri comme je ne l'avais pas fait depuis la mort de Robert. La situation était si absurde. C'était comique. Ma fille m'avait volé, m'avait chassé de ma propre maison, m'avait parlé avec une condescendance insupportable, et tout ça pour financer une aventure européenne qui serait probablement un désastre. Mais ce qui me dérangeait le plus, ce n'était pas l'argent. C'était la facilité avec laquelle elle m'avait écarté. 45 ans de ma vie dédiée à elle, de sacrifice, d'amour inconditionnel, et elle m'avait effacé de sa vie en une conversation de 2 minutes. C'était ce qui faisait vraiment mal. J'ai vérifié mon compte bancaire en ligne. En effet, ils avaient déposé une somme qui leur semblait probablement généreuse, mais pour moi, c'était une moquerie. Ils avaient vendu la maison de plage pour bien moins que sa valeur, probablement parce qu'ils avaient besoin d'argent rapidement,
et ils avaient vendu le camion de Robert pour une bouchée de pain. Cet après-midi-là, de ma fenêtre, j'ai vu Angela et Édouard charger leurs valises dans un taxi. Ils portaient 2 énormes valises. Elle avait un sac à main qui semblait très cher. Je les ai vus rire, s'embrasser et faire des plans. Ils ressemblaient à 2 adolescents excités par une aventure. Ils n'ont jamais regardé vers ma fenêtre, n'ont jamais dit au revoir. Quand le taxi est parti, je me suis assise dans la cuisine avec une tasse de thé et les documents de Robert étalés sur la table. Je devais prendre des décisions. Je pouvais appeler un avocat, récupérer mes propriétés et reprendre tout ce qu'il m'avait pris. Mais quelque chose me disait qu'il y avait une meilleure façon de gérer cela, une façon plus éducative. J'ai appelé M. Peterson, l'avocat qui s'était occupé des affaires de Robert. Il avait été aux funérailles, m'avait présenté ses condoléances et m'avait dit de l'appeler si j'avais besoin de quoi que ce soit. Eh bien, maintenant, j'avais besoin de lui. Madame Brox, c'est bon de vous entendre. Comment allez-vous? Je vais bien, Monsieur Peterson. J'ai besoin de vous voir d'urgence. J'ai trouvé des documents de Robert que je ne comprends pas tout à fait. Bien sûr, vous pouvez venir à mon bureau demain matin. J'y serai. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des mois, j'ai dormi profondément. J'ai rêvé de Robert. Il était assis dans son fauteuil préféré, lisant le journal, comme chaque matin. Et quand il m'a vu, il a souri et dit « Il était temps, mon amour. Il était temps que tu te défendes. » Je me suis réveillée avec un sentiment étrange. Ce n'était pas exactement du bonheur, mais ce n'était pas la tristesse que j'avais ressentie pendant tant de mois non plus. C'était quelque chose comme de la détermination. Pour la première fois depuis la mort de Robert, j'avais un objectif clair. J'allais récupérer ce qui était à moi, mais pas de la façon qu'Angela attendait. Le lendemain matin, je me suis habillée avec plus de soin que d'habitude. J'ai mis ma robe couleur vin, celle que Robert disait toujours que cela me rendait élégante. J'ai arrangé mes cheveux et mis un peu de maquillage. Et quand je me suis regardée dans le miroir, j'ai vu une femme que je n'avais pas vue depuis longtemps. J'ai vu une femme forte. Le bureau de M. Peterson était au centre-ville. C'était un vieux bâtiment élégant avec des sols en marbre et de grandes fenêtres. Il m'a accueilli avec un sourire chaleureux, mais quand je lui ai montré les documents, son expression a complètement changé. Madame Brox, c'est bien plus que je n'imaginais. Robert était un homme très intelligent. Regardez, selon ses papiers, vous êtes la propriétaire de... Je sais, M. Peterson. Je les ai déjà examinés. Ce que j'ai besoin de savoir, c'est ce que je peux faire légalement. Monsieur Peterson m'a expliqué que tout était en ordre, que les documents étaient légitimes et que j'étais la légitime propriétaire de toutes ces propriétés. Il a aussi confirmé quelque chose que je soupçonnais déjà. La vente de la maison de plage était illégale parce qu'Angela n'avait pas le droit de la vendre. Nous pouvons récupérer la maison immédiatement, Madame Brox, et nous pouvons aussi engager une action en justice contre votre fille pour fraude. Non, Monsieur Peterson. Je ne veux pas engager d'action en justice. Je veux le faire d'une autre façon. Je veux que tout reste secret pour l'instant. Pouvez-vous m'aider? Il m'a regardé avec curiosité, mais il a hoché la tête. Bien sûr, vous êtes ma cliente. De quoi avez-vous besoin? J'ai besoin que vous récupériez discrètement la maison de plage. Faites ce qu'il faut pour annuler cette vente frauduleuse, et j'ai besoin que vous m'aidiez à prendre le contrôle réel de toutes mes propriétés, surtout de l'immeuble où vit ma fille. Je comprends. Ce sera un processus qui prendra quelques semaines, mais c'est tout à fait faisable. Parfait. Étage M. Peterson, j'ai besoin que personne ne sache que je suis derrière tout cela, du moins pour l'instant. Quand je suis sortie de son bureau, j'ai eu l'impression de me réveiller d'un très long rêve. J'ai marché dans les rues du centre-ville, regardant les gens, les bâtiments, la vie qui continuait normalement. Mais pour moi, tout avait changé. J'avais un plan. Les semaines suivantes ont été les plus étranges de ma vie. Officiellement, j'étais une pauvre veuve abandonnée par sa fille. Mais en secret, j'étais une femme riche qui orchestrait silencieusement la récupération de ses biens. Monsieur Peterson travaillait efficacement et tous les quelques jours, il m'appelait pour me donner des mises à jour sur l'avancement des procédures judiciaires. J'ai décidé de rester dans ma maison pour le moment. Elle était à moi après tout, bien qu'Angela s'attendait probablement à ce que je déménage dans une chambre simple.
Chaque matin, je me réveillais, prenais le petit déjeuner à la même table où Robert et moi avions partagé tant d'années, puis j'allais me promener dans le quartier. Les voisins me saluaient avec ce mélange de pitié et de curiosité qu'ils réservaient aux veuves récentes. Aurora, ma voisine de toujours, est venue me voir un après-midi pendant que j'arrosais les plantes devant la maison. Antonia, ma chère, est-ce vrai qu'Angela est partie en Europe et t'a laissée toute seule? Oui, Aurora, elle est partie avec Édouard. Ils ont des plans d'affaires là-bas. Et comment vas-tu vivre, ma douce? Nous savons tous que Robert n'a pas laissé beaucoup d'argent. Si tu savais, ai-je pensé. Ne t'inquiète pas, Aurora. Je m'en sortirai. As-tu besoin de quelque chose? Je peux t'apporter de la nourriture, t'aider avec les courses. Tu es très gentille, mais je vais bien, vraiment. Aurora m'a regardé avec cette expression que je connaissais bien. C'était le même regard que j'avais reçu après les funérailles. De la compassion mêlée à un peu de soulagement que ce ne soit pas sa tragédie. Eh bien, tu sais où me trouver si tu as besoin de quelque chose. Ces conversations se répétaient constamment. Le boucher, le boulanger, la dame de l'épicerie du coin. Tout le monde me parlait avec ce ton doux qu'on utilise avec les malheureux, et je hochais la tête, souriais et les remerciais pour leur sollicitude. Mais intérieurement, une partie de moi prenait plaisir à cette performance. C'était comme vivre une double vie. Monsieur Peterson m'a appelé un mercredi matin. Madame Brox, j'ai de bonnes nouvelles. J'ai pu annuler la vente de la maison de plage. Les acheteurs ne savaient pas que la vente était frauduleuse, donc ils ont récupéré leur argent sans problème. La maison est à vous à nouveau. Excellent, monsieur Peterson. Et l'immeuble où vit Angela, celui-là est plus compliqué. Techniquement, vous en avez toujours été la propriétaire via la société, mais nous devons faire quelques changements administratifs pour que vous ayez un contrôle direct. Cela devrait prendre encore 2 semaines. Parfait. Tenez-moi informé. Après avoir raccroché, je me suis assise dans la cuisine avec mon café et j'ai pensé à Angela. Elle était en Europe depuis 3 semaines, et je n'avais rien entendu d'elle. Pas un appel, pas un message, pas même une carte postale. Pour elle, j'avais cessé d'exister au moment où elle avait obtenu l'argent dont elle avait besoin, mais je savais que cela allait bientôt changer. J'ai décidé de visiter la maison de plage. J'ai pris le bus pour la côte, le même trajet que Robert et moi avions fait des centaines de fois. La maison était exactement comme je m'en souvenais, petite, peinte en crème avec une véranda donnant sur l'océan. Les nouveaux propriétaires avaient mis des plantes en pot sur les marches, mais à part ça, tout était pareil. Je me suis assise sur le trottoir en face et les regardais pendant 1 heure. Je me suis rappelé les après-midi d'été quand Angela était petite, courant sur la plage et construisant des châteaux de sable. Robert faisant griller du poisson au barbecue pendant que je préparais des salades dans la cuisine. Angela amenant des amis, puis des petits amis, puis Édouard. Tous ces moments heureux qu'elle avait réduits à une simple transaction commerciale. Un monsieur plus âgé est sorti de la maison et m'a vue assise là. Il s'est approché avec curiosité. « Vous allez bien, madame? » « Oui, merci. Je me souviens juste. Je connaissais les anciens propriétaires. Oui, je les connaissais très bien. Quel dommage ce qui s'est passé. Ils nous ont dit que la vieille dame était très malade et avait besoin de vendre rapidement. Nous pensions que c'était une affaire, mais il s'avère que la vente n'était pas légale. Nous avons dû rendre la maison. Les connaissiez-vous personnellement? Non. Nous avons tout fait par intermédiaire, mais ils nous ont dit que la fille gérait tout parce que la mère ne pouvait pas. Quelle situation triste. Si tu savais à quel point elle est triste, ai-je pensé. Eh bien, je suis contente que vous n'ayez pas perdu votre argent. Oui. Heureusement, tout s'est bien passé. Bien que maintenant, nous devions chercher une autre maison. Nous aimions beaucoup celle-ci. Je suis partie de là avec le cœur lourd. Ce n'était pas seulement l'argent qui faisait mal. C'était la facilité avec laquelle Angela avait menti sur moi. Elle avait inventé une histoire sur ma maladie. Elle avait utilisé ma supposée vulnérabilité pour justifier ses actions. Pour elle, je n'étais pas une personne avec des sentiments, mais un obstacle à éliminer. Cette nuit-là, j'ai rappelé Monsieur Peterson. Monsieur Peterson, j'ai besoin que vous m'aidiez avec autre chose. Je veux récupérer le camion de Robert aussi. Cela sera plus difficile, Madame Brox. Le camion était à votre nom,
mais votre fille avait une procuration qui lui permettait de le vendre. Comment est-ce possible? Apparemment, vous avez signé cette procuration il y a quelques mois après la mort de votre mari. Vous ne vous en souvenez pas? Et voilà, le moment où Angela avait commencé à planifier tout cela. Je me rappelais vaguement avoir signé des papiers qu'elle m'avait apportés, me disant qu'ils étaient pour faciliter les funérailles et les arrangements d'héritage. J'avais été si confuse par le chagrin que j'avais signé sans lire. Comme j'avais été naïve. Je comprends, monsieur Peterson. Y a-t-il un moyen de le récupérer? Nous pouvons essayer, mais ce sera plus compliqué. Nous devrions prouver que vous avez signé cette procuration sous tromperie ou contrainte. Faisons-le. Je veux récupérer tout ce qu'ils m'ont pris. Au cours des semaines suivantes, j'ai développé une routine étrange. Le matin, j'étais la pauvre veuve que tout le monde connaissait. J'allais acheter les necessities, parlais aux voisins et maintenais les apparences. Mais l'après-midi, je devenais une femme d'affaires. J'étudiais les documents de Robert, parlais à M. Peterson et planifiais mon prochain coup. J'ai appris des choses sur la finance que je n'aurais jamais pensé devoir connaître. J'ai découvert que Robert avait été bien plus intelligent que je ne le pensais. Chacun de ses investissements avait été calculé avec soin. L'immeuble où vivait Angela, par exemple, n'était pas seulement rentable grâce au loyer. Il était dans une zone qui s'appréciait rapidement. J'ai aussi découvert qu'Edouard, le mari d'Angela, avait beaucoup de dettes. Il avait contracté des prêts en utilisant l'appartement où il vivait comme garantie, sans savoir qu'il n'en était pas le vrai propriétaire. Quand les banques découvriraient cela, il allait avoir de gros problèmes. Monsieur Peterson m'a appelé un vendredi avec des nouvelles importantes. Madame Brox, nous avons terminé toutes les formalités. Vous avez maintenant le contrôle total de toutes vos propriétés. J'ai aussi récupéré le camion de Robert. L'acheteur s'est avéré être une connaissance à moi, et quand je lui ai expliqué la situation, il a accepté de le rendre en échange d'une petite compensation. Excellent travail, monsieur Peterson. Maintenant, j'ai besoin que vous m'aidiez avec une chose de plus. Je veux que vous envoyiez une lettre à ma fille. Quel genre de lettre? Un avis d'expulsion. Il y a eu un silence à l'autre bout du fil. Madame Brox, êtes-vous sûre de vouloir faire cela? Complètement sûre. Elle a décidé que je n'étais pas importante dans sa vie. Maintenant, elle va découvrir à quel point je le suis vraiment. Je comprends. Voulez-vous que je l'envoie en Europe? Non. Je veux que vous la lui donniez quand elle rentrera. J'ai le sentiment que ce sera très bientôt. Je n'avais pas tort. Cet après-midi-là même, Aurora est venue en courant chez moi avec des nouvelles fraîches du quartier. Antonia, savais-tu qu'Edouard a des problèmes avec la banque? Mon beau-frère qui y travaille m'a dit qu'ils enquêtent sur des prêts qu'il a contractés en utilisant l'appartement où ils vivent comme garantie, mais il s'avère que l'appartement n'est pas à lui. Vraiment? Oui. Et il semble qu'Angela n'en savait rien. On dit qu'elle va devoir rentrer d'Europe pour régler ce chaos. Quelle situation compliquée. Oui. Et le pire, c'est qu'apparemment Edouard lui a menti sur les affaires en Europe. Il n'y avait pas d'affaires. Il voulait juste échapper aux dettes qu'il avait ici. Parfait. Tout se déroulait exactement comme je l'avais prévu. Angela avait fait confiance à Edouard, avait sacrifié sa relation avec moi pour lui, et maintenant elle découvrait qu'il n'était pas l'homme qu'elle pensait. Cette nuit-là, je me suis assise sur la véranda avec une tasse de thé et j'ai regardé les étoiles. Robert disait toujours que les étoiles étaient les âmes des gens qui avaient vécu une vie pleine, veillant sur leur famille depuis le ciel. Si c'était vrai, alors il était là-haut, regardant son plan se dérouler parfaitement. Merci, mon amour, ai-je dit au ciel. Merci de prendre soin de moi même après ta mort. Le lendemain, monsieur Peterson m'a appelé tôt. Madame Brox, j'ai des nouvelles. Votre fille vient d'arriver dans le pays. Elle est à l'aéroport, seule. Seule? Oui. Apparemment, Edouard est resté en Europe. Il y a des rumeurs selon lesquelles ils ont eu une très grosse dispute. Je vois. Avez-vous envoyé la lettre? Je vais l'envoyer aujourd'hui. Elle devrait la recevoir demain. J'ai raccroché et je suis restée dans la cuisine, sentant un mélange de nervosité et d'anticipation. Après tant de semaines de planification silencieuse, le moment du premier vrai coup était enfin arrivé.
Angela allait découvrir que sa mère n'était pas la victime sans défense qu'elle croyait. Angela est arrivée à son appartement le mardi soir. Je le savais parce qu'Aurora, qui semblait avoir des informateurs dans tout le quartier, est venue me le dire le lendemain. Antonia, ta fille est rentrée hier soir. Je l'ai vue entrer avec une valise, mais elle avait l'air terrible, pâle, avec des cernes sous les yeux, comme si elle avait pleuré pendant tout le vol. Seule, complètement seule. Et quelque chose d'étrange, Antonia, quand le portier lui a demandé les clés, elle ne les avait pas. Elle a dû demander au concierge de la laisser entrer avec la copie d'urgence. Intéressant. Édouard avait les clés, ce qui signifiait qu'il avait probablement décidé de ne pas rentrer. Ou peut-être qu'Angela avait découvert quelque chose sur lui et avait fui. En tout cas, ma fille était de retour, et très bientôt, elle recevrait mon petit cadeau de bienvenue. Monsieur Peterson m'a appelé cet après-midi-là. Madame Brox, la lettre a été livrée il y a 1 heure. Le portier a confirmé que votre fille l'a reçue en personne. Parfait. Combien de temps lui avons-nous donné? 30 jours pour quitter l'appartement, selon les normes légales. Mais Madame Brox, êtes-vous sûre de vouloir faire cela? C'est votre fille après tout. Monsieur Peterson, ma fille m'a chassé de ma propre maison avec un appel de 2 minutes. Elle a vendu mes biens sans demander. Elle m'a traité comme un déchet. Maintenant, elle va apprendre que les actions ont des conséquences. Je comprends. Je voulais juste m'assurer que vous aviez considéré toutes les implications. Je les ai considérées, Monsieur Peterson. Toutes. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je suis restée éveillée, imaginant le visage d'Angela quand elle lirait la lettre. La confusion initiale, puis l'incrédulité, puis la panique. Elle penserait probablement que c'était une erreur, que quelqu'un essayait de l'arnaquer. Mais quand elle appellerait pour vérifier, elle découvrirait que tout était complètement légal. Le lendemain, comme si elle avait attendu mon appel, le téléphone a sonné à 8 heures du matin. C'était Angela, et sa voix semblait désespérée. « Maman. Maman, j'ai besoin de te parler d'urgence. »« Bonjour, ma chérie. Comment était l'Europe? »« Maman, je n'ai pas le temps pour ça maintenant. J'ai reçu une lettre très étrange hier. Elle dit que je dois quitter mon appartement dans 30 jours. Ça doit être une erreur, non? Sais-tu quelque chose à ce sujet? Un avis d'expulsion. Comme c'est étrange. De qui? D'une société que je n'ai jamais entendue. C'est appelé. Attends, laisse-moi trouver la lettre. Robert Investment, INC. Connais-tu cette société? Robert avait utilisé son propre nom pour la société. Comme c'était poétique. Non, ma chérie. Je n'ai jamais entendu ce nom. Es-tu sûre que la lettre est légitime? C'est ce que je veux découvrir. Maman, j'ai besoin que tu m'aides. Je ne sais pas quoi faire. Édouard m'a laissé en Europe. Il s'est enfui avec une autre femme et maintenant je rentre pour ça. Je ne comprends pas ce qui se passe. Voilà la confirmation. Édouard l'avait abandonné. Probablement quand l'argent s'était épuisé ou quand il avait réalisé que les problèmes légaux à la maison étaient plus graves qu'il ne le pensait. Pauvre Angela. Elle avait sacrifié sa famille pour un homme sans valeur. Je suis tellement désolée, ma chérie. Où es-tu maintenant? Je suis dans l'appartement, mais je ne sais pas pour combien de temps. Maman, puis-je venir te voir? J'ai besoin de parler à quelqu'un. Je n'ai personne d'autre. L'ironie était parfaite. Maintenant qu'elle était laissée sans l'homme pour lequel elle m'avait abandonnée, elle se rappelait qu'elle avait une mère. Bien sûr, ma chérie. Viens quand tu veux. J'arrive. J'ai raccroché le téléphone et me suis regardée dans le miroir. Je devais être parfaite pour cette performance. J'ai mis ma robe grise la plus conservatrice, attaché mes cheveux en un chignon simple, et pratiqué mon expression d'une mère inquiète mais résignée. Quand Angela arriverait, elle verrait exactement ce qu'elle s'attendait à voir, une pauvre veuve vulnérable abandonnée par sa propre fille. Angela est arrivée 1 heure plus tard. Quand j'ai ouvert la porte, j'ai été surprise de voir à quel point elle avait l'air mal. Elle avait perdu du poids, avait de profonds cernes sous les yeux, et ses vêtements chers semblaient froissés et mal entretenus. Ses yeux étaient rougis par les pleurs. « Maman », a-t-elle dit, et pendant un moment, j'ai pensé qu'elle allait m'embrasser, mais elle s'est arrêtée comme si elle se rappelait soudain comment les choses s'étaient terminées entre nous. « Entre, ma chérie.
Veux-tu du café? Oui, s'il te plaît. Nous nous sommes assises dans la cuisine, à la même table où j'avais lu les documents de Robert des semaines plus tôt. Angela semblait petite sur cette chaise, perdue, comme quand elle était enfant et venait me raconter ses problèmes à l'école. Maman, je suis tellement désolée pour la façon dont je suis partie. Je sais que je ne t'ai pas bien traitée. C'est du passé, ma chérie. Non, ce n'est pas. Je t'ai maltraitée. J'ai dit des choses horribles, et maintenant? Sa voix s'est brisée. Maintenant, je n'ai plus personne. Que s'est-il passé avec Édouard? Il est parti avec une serveuse d'hôtel de 25 ans à Paris. Il s'avère qu'il n'y avait jamais d'affaires en Europe. C'était tout un mensonge. Il voulait juste échapper aux dettes qu'il avait ici et utiliser l'argent de la vente de ta maison pour financer son aventure. Toutes les dettes. Oui, maman. Tant de dettes. Il semble qu'il avait contracté des prêts depuis des années, utilisant l'appartement où nous vivions comme garantie. Mais maintenant, je découvre qu'il n'en était pas le propriétaire. Comment est-ce possible? C'était mon opportunité. Je ne sais pas, ma chérie. Les questions de propriété sont très compliquées. Le problème, c'est que maintenant les banques s'en prennent à moi pour ces dettes. Elles disent que comme nous étions mariés, je suis aussi responsable. Et en plus, cet avis d'expulsion. Maman, je ne sais pas quoi faire. Je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas de travail. Je n'ai nulle part où vivre. Elle a commencé à pleurer. De vraies larmes de désespoir authentique. Et pendant un moment, mon cœur de mère s'est adouci. Je voulais l'embrasser, la consoler, lui dire que tout irait bien. Mais ensuite, je me suis rappelé la froideur dans sa voix quand elle m'avait appelé du cabinet du médecin. La facilité avec laquelle elle m'avait écarté. La façon dont elle m'avait parlé comme si j'étais un fardeau. As-tu parlé à un avocat au sujet de la lettre? Je n'ai pas d'argent pour un avocat, maman. Nous avons dépensé tout l'argent en Europe. Édouard a pris ce qui restait quand il s'est enfui avec cette femme. Alors, que vas-tu faire? Je ne sais pas. Je pensais peut-être que je pourrais rester avec toi un moment, juste le temps de trouver un emploi et un petit endroit où vivre. Voilà la question que j'attendais. Après m'avoir chassé de ma propre maison, après avoir vendu mes biens, après m'avoir traité comme un déchet, elle voulait maintenant que je la sauve. Elle voulait que la pauvre veuve qu'elle avait créée la sauve des conséquences de ses propres actions. Bien sûr, ma chérie, cette maison sera toujours la tienne. Angela m'a regardée avec surprise, comme si elle ne s'attendait pas à ce que ce soit si facile. Vraiment, maman, après tout ce qui s'est passé. Tu es ma fille, Angela. Cela ne changera jamais. Elle s'est levée, et cette fois, elle m'a embrassée. C'était un embrassement désespéré, celui de quelqu'un qui se noie et s'accroche à la seule chose qu'il trouve. Je l'ai embrassée en retour, mais pas avec l'amour inconditionnel d'avant. Maintenant, il y avait du calcul dans mon étreinte. De la stratégie. Merci, maman. Je te promets que je trouverai un emploi bientôt. Je ne serai pas un fardeau. Ne t'inquiète pas pour ça maintenant. Repose-toi, récupère, et ensuite nous verrons quelles sont tes options. Angela est partie cet après-midi-là pour prendre quelques affaires de son appartement. Je suis restée dans la cuisine, pensant à quel point cela avait été facile. Elle était venue vers moi exactement comme je l'avais prévu, brisée, désespérée, sans option, et le mieux, elle ne suspectait rien. Pour elle, j'étais toujours la pauvre mère abandonnée qui avait besoin de sa compassion. Mais ce n'était que la première partie de mon plan. La voir vivre avec moi me donnerait l'opportunité parfaite pour la phase suivante. J'allais la laisser s'installer, se sentir en sécurité, et croire qu'elle avait trouvé un refuge dans ma maison. Et ensuite, quand elle s'y attendrait le moins, j'allais lui enseigner la différence entre être pauvre par choix et être pauvre par conséquence. Cette nuit-là, j'ai appelé Monsieur Peterson. Monsieur Peterson, j'ai besoin que vous fassiez autre chose pour moi. Dites-moi, Madame Brox, je veux que vous enquêtiez sur les dettes d'Édouard. Je veux savoir exactement combien il doit, à qui, et quelles options légales j'ai pour les séparer de ma fille. Cela prendra du temps, mais c'est faisable. Parfait. Étagème. Peterson, je veux que cela reste absolument secret. Personne ne peut savoir que je suis derrière cette enquête. Bien sûr, Madame Brox. Puis-je demander quel est votre plan final?
Mon plan, monsieur Peterson, est très simple. Je vais sauver ma fille, mais d'abord, elle doit comprendre ce que signifie vraiment toucher le fond. Quand j'ai raccroché, je me suis versé un verre du vin que Robert gardait pour les occasions spéciales. Cela faisait longtemps que je n'avais pas eu une occasion spéciale comme celle-ci. Le jeu avait commencé, et pour la première fois depuis des mois, j'avais toutes les bonnes cartes en main. Angela a emménagé chez moi le lendemain. Elle est arrivée avec 2 valises et une boîte en carton, tout ce qui restait de sa vie précédente. Je l'ai regardée déballer dans son ancienne chambre, celle où elle avait dormi pendant son adolescence, et je pouvais voir l'humiliation dans chacun de ses mouvements. Elle était passée de vivre dans un condo de luxe à se réfugier dans sa chambre d'enfant. « Maman, j'ai trouvé ça dans l'appartement », a-t-elle dit, me montrant une enveloppe Kraft. C'était parmi les affaires d'Edouard. Il y a ton nom dessus. C'était une autre enveloppe de Robert. Mon cœur s'est accéléré, mais j'ai gardé mon calme. Mon nom? Comme c'est étrange. Oui, regarde. Elle m'a montré l'enveloppe. En effet, elle avait mon nom écrit dessus de l'écriture de Robert, mais cette enveloppe était différente de celle que j'avais trouvée dans ma commode. Celle-ci était plus petite, plus récente. Peut-être qu'Edouard l'a trouvée parmi les affaires de papa quand il est mort et a oublié de me la donner, a dit Angela. C'est possible. Puis-je la voir? J'ai ouvert l'enveloppe en sa présence. À l'intérieur, il y avait une courte lettre et une petite clé. La lettre disait « Antonia, si tu lis cela après avoir reçu l'enveloppe principale, cela signifie que notre fille traverse une période difficile. Cette clé ouvre un coffre-fort à la Banque centrale, succursale du centre-ville. Le numéro est 247. Il y a quelque chose là-bas qui peut t'aider à l'aider, mais utilise-le avec sagesse. Avec un amour éternel, Robert. » Angela a lu la lettre par-dessus mon épaule. Un coffre-fort? Papa avait un coffre-fort. Je n'en avais aucune idée. Moi non plus. J'ai menti. Ton père ne m'en a jamais parlé. Penses-tu que nous devrions aller voir ce qu'il y a dedans? Je ne sais pas, ma chérie. Peut-être est-il mieux de laisser les choses comme elles sont. Mais, maman, peut-être y a-t-il quelque chose d'important dedans. Des documents ou, je ne sais pas, peut-être quelque chose de précieux qui peut nous aider. Le désespoir dans sa voix était palpable. Angela s'accrochait à toute possibilité de trouver une issue à sa situation, et j'allais la laisser s'accrocher un peu plus longtemps avant de lui montrer la réalité complète. D'accord, ai-je dit après une pause calculée. Nous pouvons y aller demain. Cette nuit-là, Angela et moi avons dîné ensemble pour la première fois depuis des mois. Elle avait cuisiné, essayant d'être utile, mais la nourriture avait un goût de culpabilité et de désespoir. Elle m'a raconté plus de détails sur ce qui s'était passé en Europe, et chaque histoire était pire que la précédente. Edouard a menti sur tout, maman, pas seulement sur les affaires, mais sur les dettes aussi. Je pensais qu'il ne devait qu'un peu d'argent, mais il s'avère qu'il doit plus de 100 000 $. Et le pire, c'est qu'il a utilisé mon nom pour certains des prêts sans que je le sache. Comment est-ce possible? Il a forgé ma signature. Quand je l'ai épousé, je lui ai donné des documents pour gérer la banque pour notre compte joint. Je n'ai jamais pensé qu'il les utiliserait pour ça. As-tu un moyen de prouver que tu ne savais pas? Je ne sais pas. C'est tout si compliqué. Les banques disent que puisque nous étions mariés, je suis responsable de toutes ces dettes de toute façon. Et le divorce? Je ne sais même pas où est Edouard maintenant. Il a juste disparu. Son téléphone est déconnecté. Il ne répond pas aux emails. Rien. C'est comme s'il s'était volatilisé. Parfait. Edouard s'était enfui comme le rat qu'il avait toujours été, laissant Angela affronter les conséquences de ses actions seule. En un sens, il m'avait rendu service. Maintenant, ma fille vivait exactement ce que j'avais ressenti quand elle m'avait abandonné. La trahison par quelqu'un en qui elle avait une confiance totale. Je suis tellement désolée, ma chérie. Je ne savais pas que les choses étaient si graves. Moi non plus, maman. Je pensais qu'Edouard m'aimait. Que nous allions construire quelque chose ensemble. Mais il s'avère que j'étais juste un moyen facile pour lui d'obtenir de l'argent et des documents. Angela a commencé à pleurer à nouveau. Comment ai-je pu être si stupide? Comment n'ai-je pas réalisé qui il était vraiment? Il était tentant de lui dire que j'avais vu les signes dès le début,
que j'avais essayé de la prévenir qu'Édouard ne semblait jamais fiable, mais cela aurait brisé ma façade de mère compatissante et vulnérable. L'amour peut être aveuglant parfois, ma chérie. Ne te blâme pas. Mais maman, je n'ai pas seulement ruiné ma vie. J'ai ruiné la tienne aussi. Je t'ai traité horriblement. J'ai pris ta maison, ton camion, tes affaires, et tout pour donner à un homme qui m'a abandonné à la première occasion. Maintenant, nous sommes deux pauvres femmes essayant de survivre à cause de moi. C'est du passé, Angela. Nous nous en sortirons. Non, ce n'est pas. Maintenant, nous sommes toutes les deux en difficulté à cause de mes erreurs. Tu as perdu tout ce que papa t'a laissé et j'ai perdu mon mariage et mon avenir. Nous sommes deux pauvres femmes essayant de survivre. Si elle savait seulement, ai-je pensé, qu'à cet instant précis, j'avais plus d'argent qu'elle ne pouvait l'imaginer, que j'étais la propriétaire de l'immeuble où elle vivait, que je pouvais résoudre tous ses problèmes d'un seul appel téléphonique. Mais ce n'était pas encore le moment. Le lendemain, nous sommes allés à la banque. Angela était nerveuse, pleine d'espoir. Je maintenais mon rôle de veuve confuse qui ne comprenait pas grand-chose à la finance. L'employé de la banque nous a conduites au coffre-fort, a vérifié mon identité et a ouvert le coffre numéro 247. À l'intérieur, il y avait des bijoux, beaucoup de bijoux, des bagues, des colliers, des bracelets, des boucles d'oreilles. J'ai reconnu certaines pièces comme des héritages de la famille de Robert. D'autres m'étaient complètement nouveaux. Il y avait aussi une lettre expliquant l'origine de chaque pièce et sa valeur approximative. Angela a haleté. « Maman, ça doit valoir une fortune. » « Tu crois ? » ?»« Oui. Regarde cette émeraude dans ce collier de perles. »« Maman, papa a gardé un trésor ici. » Selon la lettre de Robert, les bijoux valaient environ 200 000 $. C'était une somme significative, mais ce n'était rien comparé au reste de mes biens. C'était comme trouver quelques pièces sous le canapé quand on a $1 million à la banque. Que faisons-nous avec ça, maman ? Je ne sais pas, ma chérie. Ce sont des souvenirs de famille. Mais, maman, nous pourrions vendre certaines pièces. Avec cet argent, tu pourrais récupérer ta maison de plage, et je pourrais payer certaines dettes d'Édouard. Et voilà encore. Même en trouvant quelque chose de précieux, la première réaction d'Angela était de penser à comment l'utiliser pour résoudre les problèmes créés par Édouard. Elle n'avait encore rien appris. Es-tu sûre de vouloir utiliser l'héritage de ton père pour payer les dettes d'Édouard ? Quelle autre option ai-je, maman ? Si je ne paye pas quelque chose bientôt, les banques vont saisir tout ce que j'ai. Et techniquement, je ne possède rien. Tout était au nom d'Édouard. Réfléchis bien, ma chérie. Une fois que tu vends ces bijoux, tu ne pourras pas les récupérer. Je sais, mais que puis-je faire d'autre ? Je ne peux pas trouver un emploi avec tous ces problèmes légaux en suspens. Aucun employeur ne voudra embaucher quelqu'un avec tant de problèmes légaux. Nous avons ramené les bijoux à la maison. Angela les a étalés sur la table de la cuisine et les a examinés un par un, calculant lesquels elle pouvait vendre et lesquels garder. C'était douloureux de la voir réduire des décennies d'histoire familiale à des chiffres sur une feuille de calcul. « Maman, je pense que je peux obtenir 180 000 $ pour les bijoux », m'a-t-elle dit un après-midi, comptant les billets sur la table de la cuisine. « C'est moins que ce que j'espérais, mais c'est suffisant pour payer les dettes les plus urgentes. » « Es-tu sûre de vouloir faire ça ? » Je n'ai pas le choix. Si je ne paye pas quelque chose bientôt, ils vont tout saisir. Même cette maison pourrait être en danger s'ils prouvent que j'ai une connexion légale avec les propriétés. Comme la situation était ironique. Angela s'inquiétait de perdre une maison que je possédais, payant les dettes d'un homme qui l'avait abandonnée avec de l'argent provenant de bijoux qui appartenaient au même homme qui avait créé la fortune qui pouvait la sauver. Et comment vas-tu décider quelle dette payer en premier ? J'ai parlé à une conseillère financière gratuite à la banque. Elle m'a dit de prioriser les dettes qui ont une garantie réelle parce que ce sont celles qui peuvent affecter la propriété ou mener à une saisie immédiate. Angela avait tellement mûri en ces quelques semaines. La femme qui avait vendu mes biens sans me consulter enquêtait maintenant soigneusement chaque décision financière. La souffrance l'avait rendue plus responsable mais aussi plus fragile. Cette nuit-là, pendant qu'elle organisait les documents de dette sur la table, j'ai reçu un appel de M. Peterson. « Madame Brox, j'ai un rapport complet sur les dettes d'Édouard. La situation est pire que je ne le pensais. Combien pire ?
Il doit plus de 200 000 $ à plusieurs banques et a aussi des dettes avec des prêteurs privés. Ce qui est plus préoccupant, c'est qu'il a utilisé des documents falsifiés avec la signature de votre fille pour certains de ses prêts. Cela signifie qu'Angela est légalement responsable. C'est compliqué. Si nous pouvons prouver qu'elle ne savait pas, nous pourrions la sortir de certaines dettes. Mais ce sera un processus long et coûteux. Combien coûteux pour un bon avocat spécialisé dans ces types de cas? Probablement 50 000 $ et il n'y a aucune garantie de succès. Je comprends. Et si elle paye simplement les dettes? Si elle a l'argent, ce serait la solution la plus rapide, mais je doute qu'elle ait accès à cette somme. Monsieur Peterson, je veux que vous prépariez tous les documents nécessaires pour sortir ma fille de ses dettes, mais ne lui dites rien encore. Vous allez payer, Madame Brox. Je vais faire tout ce qu'il faut pour protéger ma fille, mais cela doit être géré d'une façon très spécifique. Quand j'ai raccroché, j'ai trouvé Angela dans le salon, regardant les bijoux avec une expression triste. Elle semblait perdue, comme une enfant qui avait cassé son jouet préféré et ne savait pas comment le réparer. À quoi penses-tu, ma chérie? À papa. À quel point il serait déçu de moi s'il pouvait voir ce que j'ai fait de ma vie. Ton père t'aimait beaucoup, Angela. Il comprendrait. Non, maman. Il m'a appris à être responsable, à valoriser la famille, à ne pas être égoïste. Et j'ai fait exactement l'opposé. J'ai abandonné ma mère pour un homme qui s'est avéré être un menteur. J'ai vendu les souvenirs de ma famille pour de l'argent. J'ai ruiné tout ce qu'il a construit. Pour la première fois depuis son retour, j'ai entendu un regret authentique dans sa voix. Ce n'était pas seulement lamenter les conséquences de ses actions, mais une reconnaissance vraie qu'elle avait fait quelque chose de moralement mal. Les gens font des erreurs, ma chérie. L'important, c'est d'apprendre d'elles. Mais comment apprendre de cela, maman? Comment réparer les dommages que j'ai causés? Voilà la question que j'attendais. Angela était enfin prête à affronter la vérité sur ses actions et leurs conséquences. Mais ce n'était pas encore le moment de révéler ma carte finale. D'abord, je devais la laisser toucher le fond complètement. Les jours suivants étaient cruciaux pour mon plan. Angela a décidé de vendre la plupart des bijoux, gardant seulement la bague de fiançailles que Robert m'avait donnée et un petit collier qui avait appartenu à sa grand-mère. Je l'ai regardé se préparer à aller aux bijouteries, rechercher les prix et négocier avec les acheteurs. C'était douloureux de la voir réduire des décennies d'histoire familiale à des transactions commerciales, mais c'était nécessaire pour qu'elle comprenne le vrai poids de ses décisions. « Maman, j'ai obtenu 180 000 $ pour les bijoux », m'a-t-elle dit un après-midi, comptant les billets sur la table de la cuisine. « C'est moins que ce que j'espérais, mais c'est suffisant pour payer les dettes les plus urgentes. » « Es-tu sûre de vouloir faire ça? » « Je n'ai pas le choix. Si je ne paye pas quelque chose bientôt, ils vont tout saisir. Même cette maison pourrait être en danger s'ils prouvent que j'ai une connexion légale avec les propriétés. » Comme la situation était ironique. Angela s'inquiétait de perdre une maison que je possédais, payant les dettes d'un homme qui l'avait abandonnée avec de l'argent provenant de bijoux qui appartenaient au même homme qui avait créé la fortune qui pouvait la sauver. Et comment vas-tu décider quelle dette payer en premier? J'ai parlé à une conseillère financière gratuite à la banque. Elle m'a dit de prioriser les dettes qui ont une garantie réelle parce que ce sont celles qui peuvent affecter la propriété ou mener à une saisie immédiate. Angela avait tellement mûri en ces quelques semaines. La femme qui avait vendu mes biens sans me consulter enquêtait maintenant soigneusement chaque décision financière. La souffrance l'avait rendue plus responsable mais aussi plus fragile. Cette nuit-là, pendant qu'elle organisait les documents de dette sur la table, j'ai reçu un appel de Monsieur Peterson. « Madame Brox, j'ai d'importantes nouvelles. Nous avons réussi à localiser Edouard. »« Où est-il? » ?»« À Paris, comme votre fille le suspectait. Mais voici la partie intéressante. Il essaie d'obtenir la résidence française par un mariage fictif avec cette jeune femme que votre fille a mentionnée. » « Un mariage fictif? » ?»« Oui. Apparemment, la fille a besoin de papiers et lui a besoin d'un moyen de rester en Europe sans être déportée. Mais le plus important, c'est que nous avons trouvé des preuves qu'il a délibérément falsifié les documents de votre fille dans l'intention de fuir le pays. Cela signifie qu'Angela peut se sortir des dettes. Avec ces preuves, oui, nous pouvons prouver la fraude et la contrainte. Votre fille n'aura pas à payer quoi que ce soit pour ce qu'Edouard a fait dans son dos. C'était parfait.
J'avais un moyen de sauver Angela de toutes ses dettes légalement sans qu'elle suspecte que j'avais l'argent pour le faire. M. Peterson, je veux que vous commenciez le processus légal immédiatement. Ne dites rien à ma fille encore. Je veux que le processus soit complètement terminé avant de lui dire. Je ne veux pas lui donner de faux espoirs. Compris. Cela prendra environ 3 semaines, peut-être un mois. Parfait. Quand j'ai raccroché, Angela m'a regardé avec curiosité. Qui était ce « maman » ? Une dame qui demandait pour madame Davis, notre voisine du coin. Elle avait le mauvais numéro. Mentir était devenu facile. Chaque jour qui passait, je me sentais plus à l'aise avec cette double vie que je menais. D'un côté, j'étais la pauvre mère abandonnée qu'Angela croyait que j'étais. De l'autre, j'étais une femme riche, orchestrant silencieusement le salut et l'éducation de ma fille. Au cours des 2 semaines suivantes, j'ai regardé Angela lutter avec des décisions qu'elle n'avait jamais eu à prendre. Comment étirer l'argent pour la nourriture, comment négocier avec les créanciers, comment chercher un emploi quand son historique de crédit est ruiné. C'était une éducation cruelle mais nécessaire. Maman, je suis allée à 3 entretiens d'embauche aujourd'hui. M'a-t-elle dit un soir, rentrant à la maison avec les pieds gonflés et un visage fatigué. 2 d'entre eux m'ont dit qu'ils ne pouvaient pas m'embaucher à cause des problèmes légaux en suspens. Le 3e m'a offert un emploi à temps partiel pour nettoyer des bureaux la nuit. Vas-tu l'accepter? Je n'ai pas le choix. Ça paye très peu, mais c'est mieux que rien, et je peux travailler la nuit pour continuer à chercher quelque chose de mieux le jour. Voir ma fille, qui avait vécu une vie confortable pendant plus de 40 ans, se préparer à nettoyer des bureaux la nuit, me brisait le cœur. Mais cela me remplissait aussi de fierté. Elle affrontait enfin la réalité sans attendre que quelqu'un d'autre résolve ses problèmes. Es-tu sûre de pouvoir gérer autant de travail physique? Je vais devoir apprendre. Je ne peux pas continuer à être un fardeau pour toi, maman. C'est déjà assez que tu me laisses vivre ici gratuitement. C'est ta maison, Angela. Non, maman. C'est ta maison et je suis ici grâce à ta générosité, mais je ne vais pas en abuser pour toujours. Une nuit, pendant qu'Angela était à son premier shift de nettoyage, Aurora est venue me voir. Elle s'est assise dans la cuisine avec moi, buvant du thé et regardant les photos de famille sur les murs. Antonia, je dois te demander quelque chose. Savais-tu qu'Angela allait rentrer dans ces conditions? Que veux-tu dire? Eh bien, quand elle est partie, elle semblait si sûre d'elle, si arrogante. Elle parlait de la grande vie qu'elle allait avoir en Europe, de la réussite d'Édouard. Et maintenant, elle est de retour, complètement brisée, travaillant un emploi de nettoyage, vivant avec toi à nouveau. La vie prend beaucoup de tournants, Aurora. Oui, mais il y a autre chose. J'ai observé Angela ces jours-ci, et elle a l'air différente. Pas seulement triste, mais humble, comme si elle avait appris quelque chose d'important. Aurora avait toujours été très perspicace. Que penses-tu qu'elle ait appris? Je pense qu'elle a appris la valeur des choses qu'elle avait prises pour acquises, comme avoir une mère qui l'aime inconditionnellement. Peut-être. Aurora, puis-je te dire quelque chose? Quand Angela est partie et t'a traité si mal, beaucoup d'entre nous pensaient que tu ne lui pardonnerais jamais. Mais te voilà à t'occuper d'elle à nouveau, à lui donner un foyer quand elle n'a nulle part où aller. C'est ma fille, Aurora. Oui, mais pas toutes les mères feraient ce que tu fais, surtout après avoir été traitée comme tu l'as été. Si Aurora connaissait toute la vérité, que j'avais le pouvoir de résoudre tous les problèmes d'Angela, mais que je choisissais de la laisser souffrir un peu plus longtemps pour qu'elle apprenne la leçon complète. Penses-tu que je fais la bonne chose? Je pense que tu fais ce qu'une bonne mère ferait, mais je pense aussi qu'Angela doit pleinement comprendre ce qu'elle a perdu quand elle t'a abandonné. Que veux-tu dire? Je pense qu'elle doit te valoriser non seulement comme la mère qui la sauve quand elle est en difficulté, mais comme la femme forte qui a construit une vie stable pendant 45 ans. Elle doit te respecter, pas seulement avoir besoin de toi. Aurora avait touché juste. C'était exactement le point de tout mon plan. Je ne voulais pas qu'Angela revienne vers moi par désespoir. Je voulais qu'elle revienne par respect authentique et amour mature. Et comment penses-tu que cela puisse arriver? Je pense que c'est déjà en train d'arriver. Je l'ai vue ces derniers jours, Antonia. La façon dont elle te parle maintenant est complètement différente.
Elle n'est plus la fille qui te donne des ordres ou te traite comme un fardeau. Maintenant, c'est une femme adulte qui est vraiment reconnaissante d'avoir une mère comme toi. Cette nuit-là, quand Angela est rentrée de son travail, je l'ai vue arriver fatiguée, mais avec une nouvelle dignité. Elle avait gagné ses quelques dollars par son propre effort, et cela signifiait quelque chose pour elle. Comment s'est passée ta première journée? Dure, mais pas aussi mauvaise que je le pensais. Les autres dames qui y travaillent m'ont beaucoup aidée. L'une d'elles, Madame Johnson, m'a appris des astuces pour nettoyer plus efficacement. Madame Johnson. Oui. Elle a 60 ans et nettoie des bureaux depuis 20 ans. Elle m'a dit qu'elle a commencé après que son mari l'ait laissée avec 3 enfants en bas âge. Elle dit que ce n'est pas le travail dont elle rêvait, mais qu'il lui a donné l'indépendance et la dignité. Elle semble être une femme sage. Elle l'est. Elle a dit quelque chose qui m'a fait beaucoup réfléchir. Elle m'a dit qu'il y a 2 types de personnes qui finissent par faire ce travail. Celles qui y sont parce qu'elles n'ont jamais eu d'opportunité et celles qui y sont parce qu'elles ont ruiné les opportunités qu'elles avaient. Elle m'a demandé dans quel groupe j'étais. Et que lui as-tu dit? Je lui ai dit la vérité, que j'avais toutes les opportunités du monde, une famille qui m'aimait, un foyer stable, un héritage, et que j'avais tout ruiné en suivant un homme sans valeur. Que t'a-t-elle dit? Elle a ri et a dit, « Eh bien, ma chérie, alors au moins tu sais exactement pourquoi tu es ici. Cela te met un pas devant la plupart des gens. » Angela s'est versé un verre d'eau et s'est assise avec moi à la table. « Maman, je veux que tu saches quelque chose. Ces dernières semaines ont été les plus dures de ma vie, mais aussi les plus importantes. » Pourquoi? Parce que je comprends enfin ce qui compte vraiment. Ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas vivre dans l'appartement le plus luxueux. Ce n'est pas impressionner les gens. C'est avoir des personnes qui t'aiment vraiment, qui sont là quand tout s'écroule. Angela, non. Laisse-moi finir. Tu as tous les droits de me haïr pour ce que je t'ai fait. Je t'ai abandonné quand tu avais le plus besoin de moi. J'ai pris tout ce que papa t'a laissé. Je t'ai traité comme si tu étais une nuisance. Et maintenant, je suis ici à nouveau, attendant que tu me pardonnes et que tu prennes soin de moi. Je t'ai déjà pardonné, ma chérie. Mais je ne me suis pas pardonné moi-même, et je ne le ferai pas tant que je n'aurai pas prouvé que j'ai vraiment changé, que j'ai appris de mes erreurs. Monsieur Peterson m'a appelé le lendemain matin. Madame Brox, j'ai d'excellentes nouvelles. Le processus légal est presque terminé. Nous pouvons sortir votre fille de toutes les dettes d'Edouard. C'était le moment. Après des semaines à regarder Angela lutter, travailler et réfléchir à ses erreurs, le moment était enfin arrivé de lui montrer qu'elle n'avait jamais été seule, qu'elle avait toujours eu quelqu'un veillant silencieusement sur elle. Monsieur Peterson, je veux que vous organisiez une réunion. Il est temps que ma fille connaisse toute la vérité. M. Peterson a organisé la réunion pour vendredi matin à son bureau. J'ai dit à Angela que j'avais pris rendez-vous avec un avocat qui pouvait l'aider avec ses problèmes légaux, mais je n'ai pas expliqué les détails. Elle a accepté de venir, bien qu'elle soit nerveuse quant au coût de la consultation. Maman, je n'ai pas d'argent pour payer un avocat. Je peux à peine couvrir les dépenses de base. Ne t'inquiète pas pour ça maintenant, ma chérie. Écoutons juste ce qu'il a à dire. Nous sommes arrivés au bureau de Monsieur Peterson à l'heure. Angela s'était habillée avec ses meilleurs vêtements, qui maintenant lui allaient un peu grands sur son corps amaigri. Elle était nerveuse, se tordant les mains, s'attendant à une autre mauvaise nouvelle sur sa liste interminable de problèmes. M. Peterson nous a accueillis avec son sourire professionnel habituel. Madame Brox, Mademoiselle Brox, merci d'être venue. Merci de nous recevoir, a répondu Angela. Bien que je doive vous avertir que ma situation financière est très compliquée et que je ne peux probablement pas me permettre des honoraires élevés. C'est exactement de cela que nous allons parler, a dit Monsieur Peterson, échangeant un regard avec moi. Mais d'abord, j'ai besoin que vous examiniez ces documents. M. Peterson a tendu à Angela un dossier épais. Elle l'a ouvert et a commencé à lire, son expression passant progressivement de la confusion à la surprise. Je ne comprends pas. Ces documents disent qu'Edouard a forgé ma signature, qu'il y a des preuves de fraude, que je ne suis pas responsable des dettes. C'est exact. Nous enquêtons sur votre cas depuis quelques semaines. Nous avons trouvé suffisamment de preuves pour prouver que vous étiez victime de fraude d'identité.
Mais comment est-ce possible? Qui a payé pour cette enquête? Je n'ai pas d'argent pour ça. Monsieur Peterson m'a regardé. C'était mon moment. Angela, il y a quelque chose que je dois te dire. Quoi, maman? J'ai pris une profonde inspiration. Après des semaines de comédie, j'allais enfin révéler la vérité. Ton père m'a laissé plus que tu ne le savais. Beaucoup plus. Que veux-tu dire, monsieur Peterson? Montrez-lui les autres documents. Monsieur Peterson a sorti un deuxième dossier et l'a tendu à Angela. Cette fois, les documents étaient les actes de propriété, les relevés bancaires, les certificats d'investissement, toute la fortune que Robert avait construite en secret. Angela a lu en silence pendant plusieurs minutes. Son visage a traversé une gamme complète d'émotions. Confusion, incrédulité, choc, et enfin compréhension. Maman, ça dit que tu es la propriétaire de l'immeuble où je vivais. Oui. Et que tu as d'autres propriétés, des comptes bancaires, des investissements. Oui. Cela signifie que quand j'ai vendu la maison de plage, c'était ma maison et la vente était frauduleuse. Je l'ai déjà récupérée. Angela a fixé les papiers, essayant de traiter l'information. Depuis combien de temps sais-tu cela? Depuis le jour où tu m'as appelé du cabinet du médecin. Tu savais tout ça quand je suis revenue d'Europe en demandant de l'aide? Oui. Tu savais que tu pouvais résoudre tous mes problèmes quand tu me voyais pleurer chaque nuit? Oui. Il y a eu un long silence tendu. Angela a fermé les dossiers et m'a regardé droit dans les yeux. Pourquoi, maman? Pourquoi m'as-tu laissé souffrir alors que tu pouvais m'aider? C'était la question que j'attendais depuis des semaines. Parce que tu avais besoin d'apprendre quelque chose que tu ne pouvais pas apprendre autrement. Quoi? Tu avais besoin d'apprendre la valeur des choses que tu avais perdues. La valeur de la famille, du respect, de la responsabilité. Quand tu m'as abandonné, ce n'était pas seulement de l'argent que tu m'as pris. C'était la dignité. C'était l'amour. C'était la confiance. Angela a commencé à pleurer, mais ce n'était pas des larmes d'apitoiement sur soi comme celles qu'elle avait versées pendant ces semaines. C'était des larmes d'une compréhension profonde. Je t'ai abandonné quand tu avais le plus besoin de moi. Oui. Je t'ai traité comme un déchet. Oui. Et tu m'as sauvé quand même. Oui, mais pas de la façon que tu attendais. Je ne t'ai pas sauvé en te donnant de l'argent pour que tu continues à faire les mêmes erreurs. Je t'ai sauvé en te laissant toucher le fond pour que tu apprennes à te sauver toi-même. Monsieur Peterson est intervenu discrètement. Mademoiselle Brox, votre mère a payé toutes les dépenses légales pour vous libérer des dettes d'Edouard. Elle a aussi récupéré toutes les propriétés vendues frauduleusement. Vous êtes complètement libre de problèmes légaux. Et le travail de nettoyage que j'ai obtenu. Tu peux démissionner si tu veux, ai-je dit. Mais j'espère que tu ne le feras pas. Pourquoi? Parce que ce travail t'enseigne quelque chose que tu n'as jamais appris quand tout était facile. Il t'enseigne la valeur de ton propre effort, la dignité du travail honnête, l'importance de valoriser chaque dollar que tu gagnes. Angela a essuyé ses larmes et m'a regardé avec une expression que je n'avais pas vue depuis des années. Ce n'était pas le regard d'une fille qui a besoin de sa mère, mais le regard d'une femme adulte qui respecte une autre femme. Me pardonnes-tu, maman? Je t'ai pardonné il y a longtemps, ma chérie. La question est, peux-tu te pardonner toi-même? Je ne sais pas si je peux. J'ai fait des choses impardonnables. Les gens font des erreurs, Angela. L'important, c'est ce que nous faisons après avoir reconnu ces erreurs. M. Peterson nous a laissés seuls dans son bureau pendant quelques minutes. Angela et moi sommes restés assis en silence, traitant tout ce qui s'était passé. Maman, je veux que tu saches quelque chose. Même si tu n'avais pas tout cet argent, même si tu étais vraiment la pauvre veuve que je pensais que tu étais, j'aurais appris la même leçon. Quelle leçon? Qu'il n'y a rien de plus précieux que d'avoir quelqu'un qui t'aime inconditionnellement. Pendant ces dernières semaines, la seule chose qui m'a gardée saine d'esprit, c'était de savoir que j'avais un foyer avec toi. Que peu importe à quel point j'avais ruiné ma vie, tu étais toujours ma mère. Cela ne changera jamais, Angela. Je sais. Mais je sais aussi que je ne peux plus prendre cet amour pour acquis. Je dois le gagner chaque jour avec du respect, de la gratitude, des actions, pas seulement des mots. Nous sommes sortis du bureau de Monsieur Peterson avec une relation complètement nouvelle. Nous n'étions plus mère et fille unies par le sang et l'habitude.
Nous étions deux femmes adultes qui s'étaient choisies après avoir traversé l'épreuve la plus difficile imaginable. Les semaines suivantes ont été consacrées à la reconstruction, mais pas celle qu'Angela attendait. Même si elle savait maintenant que j'avais assez de ressources pour résoudre tous ses problèmes, elle a décidé de garder son emploi de nettoyage nocturne. « Maman, j'ai besoin de finir ce que j'ai commencé », m'a-t-elle dit un après-midi en se préparant pour le travail. Je ne peux pas simplement revenir à une vie confortable comme si rien ne s'était passé. Es-tu sûr? Tu n'as pas à te punir pour toujours. Ce n'est pas une punition. C'est une façon de me rappeler qui j'étais et qui je veux être maintenant. Je l'ai regardé enfiler son uniforme de travail, quelque chose d'impensable quelques mois plus tôt quand elle vivait dans le condo de luxe avec Édouard. Mais il y avait quelque chose de différent dans sa posture, dans la façon dont elle bougeait. Elle n'était plus la femme brisée qui était arrivée en pleurant à ma porte. Cette Angela avait une sérénité qui venait de l'intérieur, une confiance basée sur ses propres réalisations, pas sur des possessions matérielles. Savais-tu que j'ai vu Angela au supermarché hier en achetant des légumes pour une famille qu'elle aide par son travail? Elle ne m'en avait pas parlé. Et quand je lui ai demandé pourquoi elle utilisait son propre argent au lieu du budget gouvernemental, elle m'a dit que certaines choses ne peuvent pas être mesurées en budgets officiels. Cette nuit-là, Angela et moi avons dîné sur la véranda, quelque chose qui était devenu une tradition. C'était notre moment pour parler de la journée, planifier l'avenir et simplement profiter de la compagnie l'une de l'autre. « Maman, j'ai reçu une lettre très étrange aujourd'hui », a-t-elle dit, coupant sa salade. « De qui? » « D'Édouard. » Mes muscles se sont tendus. « Édouard? Il t'a écrit? D'où? » « De prison en France. Apparemment, il a été condamné à 2 ans pour fraude au mariage. Dans la lettre, il dit qu'il regrette tout ce qu'il a fait et veut me demander pardon. Et comment te sens-tu à ce sujet? Honnêtement, je ne ressens rien. Pas de colère, pas de tristesse, pas de désir de vengeance. C'est comme si cette partie de ma vie s'était passée il y a des décennies, pas des mois. Vas-tu lui répondre? Non. Pas parce que je le hais, mais parce qu'il n'y a rien à dire. L'Angela qu'il a épousée n'existe plus. Cette Angela n'a rien à lui dire. J'étais impressionnée par la maturité dans sa voix. La femme assise en face de moi avait développé une force intérieure qui venait d'avoir touché le fond et de s'être relevée seule. Sais-tu ce que toute cette expérience m'a appris, maman? Quoi? Que le vrai amour n'est pas celui qui te dit ce que tu veux entendre. Le vrai amour est celui qui t'enseigne ce que tu as besoin d'apprendre, même quand ça fait mal. C'est une leçon difficile à apprendre, mais nécessaire. Édouard me disait ce que je voulais entendre. Il me faisait me sentir spéciale. Il m'a convaincu que je méritais une vie de luxe sans effort. Toi, tu m'as appris que la vraie richesse vient du travail dur, du respect et des relations authentiques. Cette nuit-là, après qu'Angela soit allée dans sa chambre pour étudier, je me suis assise seule sur la véranda, regardant les étoiles, et pensant à Robert. Je lui avais promis que je prendrais soin de notre fille, et je sentais enfin que j'avais rempli cette promesse de la bonne façon. Je ne l'avais pas prise en charge en lui donnant de l'argent quand elle en avait besoin. Je l'avais prise en charge en lui enseignant à prendre soin d'elle-même. Je ne l'avais pas sauvée en résolvant ses problèmes. Je l'avais sauvée en lui permettant d'apprendre à les résoudre seule. Le lendemain était dimanche, et nous avions prévu de visiter la maison de plage ensemble pour la première fois depuis que je l'avais récupérée. Angela n'avait pas voulu y aller avant, disant qu'elle avait besoin de temps pour traiter tout ce qui s'était passé. « Es-tu prête ?» lui ai-je demandé en montant dans le camion. « Je pense que oui. » Le voyage a été silencieux mais confortable. Quand nous sommes arrivés, Angela est restée un moment dans le camion, regardant la maison où nous avions passé tant d'étés familiaux. Elle a l'air exactement la même, a-t-elle dit enfin. Certaines choses ne changent pas, mais d'autres si. Je ne suis pas la même personne qui a vendu cette maison. Nous sommes entrés ensemble. La maison était propre et rangée, exactement comme Robert et moi l'avions gardée pendant des années. Angela a marché dans chaque pièce, touchant les meubles et regardant les photos de famille accrochées au mur. « Maman, je veux m'excuser. » « Tu t'es déjà excusée, ma chérie. » « Non, je veux m'excuser spécifiquement pour cette maison. Pas seulement pour l'avoir vendue, mais pour avoir réduit tous nos souvenirs familiaux à une transaction commerciale.
C'est pardonné. Cette maison représente 40 ans d'étés familiaux, d'anniversaires, de Noël. Papa a construit cette véranda de ses propres mains. Tu as planté ce jardin. J'ai appris à nager sur cette plage. Et j'ai tout transformé en argent pour financer l'aventure d'un homme sans valeur. Elle s'est assise sur le sofa où Robert lisait les dimanches matins. Sais-tu ce qui me fait le plus mal? Quoi? Que quand je l'ai vendue, je n'ai rien ressenti. Ce n'était qu'une propriété de plus. Maintenant, en étant ici à nouveau, je peux sentir papa dans chaque coin. Je peux entendre son rire, sentir son café du matin, voir ses lunettes de lecture sur la table. Il est ici, Angela. Il a toujours été ici. Je sais. Et je sais aussi qu'il est fier de la façon dont tu as géré tout cela. Nous avons passé toute la journée à la maison, cuisinant ensemble, nettoyant et réparant de petits détails. C'était comme un rituel de reconnexion, non seulement avec l'endroit, mais avec les valeurs que cet endroit représentait. Quand le soleil a commencé à se coucher, nous nous sommes assises sur la véranda que Robert avait construite, regardant l'océan. Maman, j'ai une proposition. Laquelle? Je veux que nous transformions cette maison en un abri temporaire pour les femmes qui quittent des situations de violence domestique, un endroit où elles peuvent séjourner pendant qu'elles reconstruisent leur vie. C'était la proposition parfaite. Robert aurait adoré l'idée que sa maison de plage serve à aider d'autres familles. Je pense que c'est une belle idée, ma chérie. Nous pouvons utiliser certaines ressources de la fondation pour l'entretenir, et je peux superviser le programme par mon travail. Es-tu sûre de vouloir transformer notre sanctuaire familial en cela, maman? Les meilleurs sanctuaires sont ceux qui sont partagés. Papa disait toujours qu'une maison n'est vraiment un foyer que quand elle ouvre ses portes à d'autres personnes qui ont besoin d'amour. Il avait raison. Robert avait toujours été généreux avec notre maison, invitant des parents, des amis et des voisins qui avaient besoin d'un endroit où séjourner. Nous sommes rentrés à la maison cette nuit-là avec un nouveau projet et une relation complètement renouvelée. Nous n'étions plus mère et fille unies par obligation ou besoin. Nous étions deux femmes qui avaient consciemment choisi de construire une vie ensemble basée sur l'amour, le respect et un objectif commun. Cette nuit-là, avant de m'endormir, j'ai parlé à Robert en silence. Nous l'avons fait, mon amour. Notre fille a enfin compris ce qui compte vraiment. Et pour la première fois depuis sa mort, j'ai senti qu'il me répondait. Je l'ai toujours su. Vous êtes toutes les deux plus fortes que vous ne le pensez. La justice était arrivée non comme une vengeance, mais comme une éducation, non comme une punition, mais comme une transformation. Et au final, nous avions toutes les deux gagné quelque chose de bien plus précieux que l'argent. Nous avions gagné une relation authentique construite sur une base solide que aucune crise future ne pourrait détruire. As-tu aimé mon histoire? Et de quelle ville l'écoutes-tu? Rencontrons-nous dans les commentaires. Si tu as aimé l'histoire, tu peux me soutenir en envoyant un super merci pour que je puisse continuer à apporter plus d'histoires comme celle-ci. Merci beaucoup pour ton doux soutien. J'attends avec impatience tes commentaires sur l'histoire. À l'écran, tu peux voir 2 nouvelles histoires de vie que je recommande vivement. Il y en a tellement plus sur ma chaîne. N'oublie pas de t'abonner. À bientôt dans la prochaine histoire de vie. Avec amour et respect.